Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui, pour le débriefing du show WW Raw. Alors, c'était un Raw particulier, vous le savez, puisque Drew McIntyre a donc été contrôlé positif au Covid-19. La petite saloperie, voilà, qui a continué malheureusement à affecter les lutteurs et lutteuses de la WWE. Et donc la situation étant ce qu'elle est, il a fallu réadapter le show, il a fallu modifier certaines choses et justement, eh bien, est-ce que la WWE a géré ou est-ce que la WWE a dégénéré? Concrètement, n'a-t-il pas fait les bons choix par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans ce show? On va commencer avec le résumé. Alors directement, je vais vous mettre le petit résumé, voilà. Donc, on a eu donc un segment de Triple H, donc qui a expliqué, qui a parlé avec Randy Orton, qui a notamment déclaré que voilà, il a voulu un match contre Randy Orton, puisqu'il avait notamment menacé. Enfin bref, il y a eu des petits challenges par rapport à ça. On a eu sans doute Lacey Evans qui a battu Charlotte Flair. D'ailleurs, a priori, Ric Flair se serait mis aux côtés de Lacey Evans. Jason Rikers qui a battu Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a battu Elias. Donc avec une intervention pour Jason Riker. Sheamus et Keith Lee qui a battu Le Miz et John Morrison. Juste après, il y a eu notamment une baston qui a eu lieu entre les deux. Keith Lee a battu Sheamus. Et au final, eh bien, ça s'est terminé par une belle accolade. Et les choses se sont plutôt bien passées. Drew McIntyre, à ce moment-là, a accepté le challenge de Goldberg. T-Bar qui a battu Xavier Wood. Kofi Kingston qui était blessé, donc qui n'est pas positif au Covid-19. Le titre des États-Unis avec donc Bobby Lashley qui a battu Riddle. Riddle qui a battu MVP par disqualification. AJ Styles qui a battu Drew Gulak. Shayna Baszler et Nia Jax qui ont battu Mandy Rose et Dana Brooke. Et enfin, le main event, et donc le Street Fight, on les a appelé ça le Legend Killer Match, qui a donc vu une baston débuter entre les deux parties. Et donc, à ce moment-là, Triple H va chercher son Sledgehammer, et il se passe ça devient une sorte de torche enflammée, voilà. On ne sait pas trop si c'est le Sledgehammer qui prend feu ou pas. Et à ce moment-là, eh bien, la musique de la Firefly Funhouse apparaît. Alexa Bliss est dans le coin et balance une boule de feu au visage de Randy Orton, avec notamment les visages de douleur par rapport à ça. Voilà. Voilà ce qu'il en était, voilà ce qu'il en est par rapport à ce show. Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut quand même... Alors, on va parler rapidement euh, de ce qui s'est passé, notamment avec le show. Globalement, je vais pas mentir, la WWE a quand même bien géré, c'était quand même un moment difficile, a quand même bien géré l'absence de Drew McIntyre. C'était quand même un moment difficile, on savait pas trop comment les choses allaient être pouvoir être mises en scène. Et il faut quand même reconnaître que la WWE a été suffisamment malin. J'ai tiré la vidéo parce qu'en fait c'est un peu petit, voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Il y a des gens qui se sont mouillés, notamment Triple H. Et au final, le show n'a pas été... Je vais pas dire qu'il a été... Alors, encore une fois, il y a des choses à redire par rapport à ce show. Mais en tout cas, dans l'idée, la perte de Drew McIntyre n'a pas été un si gros coup dur que cela. Ça a dû, enfin dire, obliger la fédération à changer des plans. Mais ça n'a pas vraiment posé problème de mon point de vue par rapport à ça. Voilà. Alors, on va commencer bien évidemment avec ce qui s'est passé au début du show et bien évidemment en fin de show, c'est-à-dire le main event qui a eu lieu. Alors, on va parler bien évidemment du segment entre entre Triple H et Randy Orton. Bah, j'ai envie de dire tout simplement, on a tout simplement, alors je sais que certains n'aiment pas, qui disent qu'il est dépassé, clairement, mais j'ai envie de dire qu'on a tout simplement le meilleur lutteur aujourd'hui à Raw. Je veux dire, si on prend les superstars de la WWE, tu as quoi? Tu as Roman Reigns, tu as sans doute Roman Reigns, tu as peut-être voilà MVP qui a repris de la dimension plus dans un côté manager, il y a Bobby Lashley qui revient bien,
même si c'est compliqué, il y a le film, bien évidemment, hein, le film qui a une réalité par rapport à ça. Et puis tu as Randy Orton. Randy Orton qui pour moi est la superstar de l'année 2020, il a littéralement fait les meilleurs speeches de la WWE. Il a notamment réussi à énerver pas mal de monde. Il a notamment fait quelque chose que moi j'adore, c'est qu'il a su mettre sa patte, et même sa gimmick de Legend Killer, c'est une gimmick que j'adore parce que elle est... Alors bien évidemment que Randy Orton n'est plus le petit jeune qui était arrivé en 2003-2004, enfin 2002-2003, au gang de l'évolution. Il y a 18 ans qui sont passés. Mais c'est dans une autre variante et clairement, moi j'ai plutôt apprécié ça. Franchement, c'était... Triple H est un génie du speech, de toute façon tout le monde le sait. Et finalement, ça fait penser tout simplement au fait que la WWE, il leur manque quelque chose concrètement. Il leur manque quelque chose parce que ce segment qui avait eu lieu avec Triple H, mais putain, il te fait faire des frissons et tu sens que c'est Triple H qui parle. Triple H est d'une sérénité. Randy Orton, quand il s'exprime, il est serein. Quand on dit que la nouvelle génération elle a du mal à percer, je sais que certains vont me dire mais si il faut que la nouvelle génération passe à la nouvelle génération, mais elle n'y parvient pas parce que malheureusement ou heureusement, nous on est ancrés avec les anciens parce que les anciens ils nous ont offert de l'émotion. Roman Reigns arrive à nous offrir cette émotion aujourd'hui, mais Dieu sait qu'il a galéré. Mais si vous prenez des faces, il n'y en a pas énormément qui arrivent à apporter de l'émotion. Moi, j'arrive pas à avoir un lutteur où je me dis putain, ce mec-là, il t'offre de l'émotion. Le Finn offre de l'émotion, mais de l'émotion plus dans le côté épouvante. Mais sinon, faut l'avouer, Randy Orton, il a été éduqué par Triple H et tu sens que voilà, les choses sont ainsi. Drew McIntyre, depuis qu'il a fait son face turn, on dirait un vendeur de kebab. Franchement, enfin un vendeur de voitures, c'est pas terrible. T'as ce sentiment, on va dire que si aujourd'hui on est toujours sur l'aspect des légendes, c'est aussi parce que les légendes nous ont marqués. Et aujourd'hui, je suis dans le regret de le dire, on n'arrive pas à adhérer à cette nouvelle génération qui est très talentueuse. Et je pense par exemple à Adam Cole qui est un excellent speaker. Je pense à Finn Balor qui est un bon speaker. Je pense le cas par exemple notamment de Sheamus qui se débrouille pas trop mal. Je pense par exemple à diverses personnes mais ça a encore du temps à passer. Roman Reigns est en train de petit à petit de prendre du galon et ça on va pas lui mentir. Mais ça manque de quelque chose. Voilà. Tu vois, par exemple, un mec comme Cameron Grimes, il me fait plus rêver aujourd'hui que par exemple Keith Lee, que je trouve assez quelconque. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il va falloir travailler tout ça, il va falloir bosser tout ça. Mais je pense qu'il faudrait peut-être retrouver. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que, d'ailleurs on le note, la présence de Ric Flair, on va en parler tout de suite après, de Ric Flair sur Lacey Evans. Peut-être que Ric Flair va être là pour lui apprendre. Et justement, on va en parler. Parce que Ric Flair qui trahit sa propre fille pour arriver du côté de Lacey Evans, je suis pas content. Je suis pas content, je vais vous expliquer pourquoi. Que Lacey Evans soit choisie, c'est très bien pour elle. Mais je ne pense pas que ce soit tel. Alors juste pour information, le match est très bon. Hein. Le match est excellent. Lacey et Charlotte ont réalisé une très très belle prestation. On peut se demander d'ailleurs où était Asuka et où était Billie Kay. Ou Peyton Royce, je sais jamais laquelle c'est. Mais moi j'ai une question, c'est est-ce que Lacey Evans a besoin de Ric Flair? Aujourd'hui, Lacey Evans, toute seule, est capable de se débrouiller en tant que speecheuse. Elle n'a pas le talent d'un speecher à la Charlotte, à la limite à la Bayley ou à la Bianca Belair. Bianca Belair est une excellente speecheuse. Si elle arrive à bien gérer, elle peut faire vraiment un malheur. Mais dans son body language, dans sa manière de se comporter, c'est très très bon. Mais est-ce que Lacey Evans en a besoin? Pas forcément.
Là, ici, c'est une bonne lutteuse, qu'on le veuille ou non. Et là, on lui met Ric Flair. Je pense que, par exemple, Peyton Royce, ou Billie Kay, ou même Mandy Rose ou Sonya Deville, Mandy Rose ou Dana Brooke auraient peut-être eu besoin un peu plus de Ric que Lacey. De plus, je tenais à le signaler, ça c'est plus un avis personnel, avec le coronavirus qui se balade, et Dieu sait que ce virus a tendance à nous pourrir la vie, est-ce judicieux de faire venir Ric Flair? On sait que Ric Flair est parti lorsqu'il y a eu notamment un vrai bond aux États-Unis. La question qu'il faut se poser, c'est avec un Ric Flair qui a quand même plus de 70, 75, 80 ans bientôt, 70... Alors, je sais plus quel âge il a, mais il doit avoir 70, 75 ans aujourd'hui. C'est une personne à risque. Alors, est-ce qu'il s'est fait vacciner? Donc, à partir de là, bon, bah, mea culpa, hein, voilà. Mais s'il n'est pas fait vacciner, il prend un risque monumental. Et j'ai envie de lui dire, attention Rick, si Drew McIntyre a été positif au Covid, tu peux être positif au Covid. On n'a jamais été prudent. Faut être prudent. Bon, ça c'est un avis personnel. En tout cas, moi, mon point de vue, Lacey n'a pas besoin de Ric Flair. Voilà. Après, le match était très bon. Franchement, le match était sympa. Et franchement, ça a apporté son petit quelque chose. Ensuite, donc, on va parler. Oh, je vais pas parler. Alors, je sais qu'il y a... Alors, ça par contre, c'est un défaut par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de matchs bouche-trou. Tu prends le cas, pareil. On a eu l'impression aussi, ça c'est par contre que j'ai voulu le dire. On voit que, par exemple, pour le duel entre Jason Riker, Jeff Hardy et Elias, bah, on a voulu étirer le truc parce qu'on sentait qu'il manquait de temps. La dernière fois, il n'y avait pas assez de temps, là, on avait trop de temps. Là, tu vois, par exemple, Jason Riker contre Jeff Hardy contre Elias, tout le monde se dit, voilà, il fallait trouver une solution. C'est bien. Maintenant, moi, j'ai une question. Comment tu décrédibilises Elias? Bah, finalement, tu fais gagner Jason Riker. Je rappelle que Elias est celui qui est parti chercher Jason Riker. Et au final, Elias, bah, concrètement, il perd face à Jeff Hardy. N'y a-t-il pas un problème? En plus, les deux matchs sont assez quelconques. Il n'y a rien à porter du tout, il n'y a rien qui raconte. Franchement, je l'ai trouvé sans grand intérêt. D'ailleurs, en parlant d'étirement de match, bah, y a le match entre Keith Lee et Sheamus. C'est-à-dire que tu as le match par équipe qui a lieu. Donc là, tu as un match par équipe, tout ce qui est plus classique. Les deux se congratulent, etc. etc. Et puis d'un seul coup, les deux se mettent l'un contre l'autre. Et finalement, tu as un Sheamus contre Keith Lee. Où les deux s'entendent super bien, finalement. C'est la belle vie, et ils deviennent potes. En fait, moi, alors, encore une fois, le match par équipe, moi je l'ai trouvé assez quelconque. Franchement, le seul moment où tout le monde a été un peu choqué, ça a été tout simplement les cordes qui sont tombées quand Keith Lee a balancé le Miz. Je trouvais ça assez impressionnant. Voilà, c'était assez impressionnant de voir ça. C'était pour la force physique. Mais, alors, déjà, pourquoi pas? Mais, après, le reste, ça a été, bah, je gère le sol. Ça manquait un peu de quelque chose. Après le match entre Keith Lee et Sheamus, par contre, il était très très bon. Franchement, c'était un très très bon match. Par contre, moi, j'ai un gros problème par rapport à ce qui s'est passé. Tu vois quand même Sheamus et Keith Lee bras dessus bras dessous. Après le match, les deux se font une accolade. Donc là, tu te dis, tout va bien. Tu te dis, bah écoute, ils vont réussir à mettre leurs égos, ils ont réussi à mettre leurs égos de côté, tout va bien, etc. Sauf que, il y a Triple H qui parle. Et dès que l'on revient, tu as Sheamus et Keith Lee qui se disputent. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Là, ça me gêne. Alors, on m'a expliqué qu'il y aurait eu un blind tag si je ne me trompe pas, je ne sais plus lequel a fait blind tag, enfin voilà. Et ça a eu pour effet, pardon, ça a eu pour effet tout simplement ce qui s'est passé là. Bah moi j'ai envie de dire, bah non, ça ne colle pas. S'il y avait eu pas l'accolade, et les mecs, les deux se seraient disputés. Et à ce moment-là, Sheamus il dit, bon écoute, hein, j'en ai ras le cul, on passe notre temps à se gueuler dessus, c'est quoi? Tous les deux on va se taper sur la gueule, et on terminera. C'est plus logique. Là t'as l'impression qu'ils se sont dit,
Ah, on va faire... Ils ont voulu faire copain-copain. Il y a un officiel qui leur a dit je vous rappelle que vous avez un match juste après. Bah non, mais en fait, ça fait hors sujet à ouf en fait. Et franchement, moi je me suis dit, mais les gars, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était judicieux? Est-ce que vous avez l'air de vous dire, putain, c'est un truc de fou? Bah non, moi je me suis posé la question, je me suis dit, bah en fait, ça sert à quoi? Toute la construction a été foirée de par cette accolade. Alors après, il se rabiboche, mais pour au final, quelle finalité en fait? Pour montrer que Kefli est puissant, donc Sheamus Kefli a enfin obtenu le respect de Sheamus. Ouais, et donc, je trouve ça brouillon, je trouve ça mal fait, et au final, s'il n'y avait pas eu un bon match entre les deux, j'aurais dit que c'est un scandale. Mais en fait, comme pour Jason Riker, Jeff Hardy et Elias, c'est parce que tu en manques de temps, parce que tu avais sans doute prévu quelque chose par rapport à ce qu'il allait pouvoir donner. Parce que je rappelle pour information qu'il n'y avait pas que lui. Quand Kofi Kingston était blessé, ils l'ont envoyé voir la Retribution avec Tibor. Le match a été très rapide d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je ne serais pas étonné notamment qu'il y ait des cas positifs au Covid-19 et qu'à un moment donné, ils avaient prévu autre chose. En tout cas, moi j'ai été... C'est pas l'absence de Drew McIntyre qui me fait dire... Parce que on peut pas me faire croire que Drew McIntyre a forcé la WWE à changer les plans. C'est un lutteur, je veux dire. Aux dernières nouvelles, Goldberg n'était pas prévu pour revenir. Donc, de vous à moi, là, j'ai pas compris. J'ai pas compris, et sincèrement, encore aujourd'hui, j'ai pas compris. Oh. Allez travailler après, vous allez voir à quel point vous pouvez être fatigué, hein, bande de sacripants. Bande de vivier faquin. Je sais pas si y en a qui vont chercher le dictionnaire. Vivier faquin. Faquin, F-A-Q-U-I-N, je ne sais pas. Bon, plus sérieusement, voilà. Moi j'ai trouvé ça assez brouillon pour ainsi dire. Et puis on a eu une succession de matchs qui m'ont un peu bétonné. T-Bar contre Xavier Wood, par exemple. Je pense par exemple... Ah voilà, je vous parlais justement des matchs qui ont été des matchs à long time. Encore une fois, petit des États-Unis, Riddle contre MVP. Franchement, ce match-là, c'est un scandale. Alors oui, AJ Styles contre Drew Gulak, c'est pareil, c'était un match pour compter du beurre. Mais j'ai envie de dire, ce match-là, enfin ces deux matchs-là, c'est typiquement la même chose que pour Sheamus et Kefli, comme pour Jason Riker, et ainsi de suite. T'as pas assez de temps, t'es obligé de meubler. Mais là, encore une fois, si du côté de Kefli et de Sheamus, tu as quand même de la durée au niveau du match. T'as quand même la durée, t'as quand même 5-10 minutes de match. Jason Riker contre Jeff Hardy et Elias, c'est pas justifié. Pourquoi? Parce que Jeff aurait pu se retrouver contre Jason Riker, le mettre en avant, etc. Mais tu peux le justifier quand même, en disant voilà, c'est un petit jeune, etc. Tu lui fais prendre son temps. Sauf que là, c'est pas normal. T'as un match pour le titre des États-Unis. Pourquoi tu mets MVP dans le lot? Pourquoi tu ne dis pas Bobby Lashley contre Matt Riddle, tu leur donnes 20 minutes et tu leur dis faites ce que vous voulez? Est-ce que Drew Gulak contre AJ Styles est si important Merde, est si important que cela? Parce que moi je vais vous dire une chose. Ce match-là, il a absolument rien raconté. D'ailleurs, je tiens à signaler quand même que cette partie-là n'a été inintéressante. Et le truc, c'est que au final, moi, ça me donne envie de dire, bah non, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, parlons-en, hein, jusqu'à Triple H contre Randy Orton, la troisième heure, elle est anecdotique. C'est-à-dire que tu as ce match-là qui lance la troisième heure, mais au final, on se pose la question de l'intérêt de cette troisième heure. C'est-à-dire que là, vous avez Matt Riddle qui donc perd par soumission, donc ça veut dire que c'est même pas une victoire par tombée, c'est une victoire par soumission. Pourquoi la WWE a pas dit, voilà, je vais prendre 20 minutes de moment, les faire travailler ensemble, etc. Tu as du temps, profites-en. Que tu le fasses pas pour Sheamus
contre Keith Lee, que tu ne fais pas avec Jason Riker, je veux bien l'accepter. Je veux bien l'accepter. Mais alors, tu peux pas me le justifier pour ce match-là. Les deux, ils auraient pu s'affronter, ils auraient pu faire des choses de fou, ils auraient pu faire des choses pas trop mal. Au lieu de ça, tout ceci n'a été inintéressant. Et au final, voilà. Bon, je vais pas parler de Shayna parce que c'était inintéressant, comme je l'ai dit. AJ, c'est pareil. On va parler bien évidemment. Alors, juste le match entre Randy Orton et Triple H. C'était un match street fight. Il n'y avait pas grand chose à raconter avec. C'est bien évidemment le retour de Alexa Bliss qui était le plus important. Alors, avant de parler du retour de qu'est-ce que ça va raconter et de la fameuse boule de feu, qui est bien amenée d'ailleurs. Je sais pas si. Alors, je pense que c'est un. C'est un petit feu d'artifice. Enfin, c'est pas qu'on appelle ça là. C'est une boule de feu. C'est pas une réelle boule de feu. Hein. Si j'enlève ma caméra, bah, je vais vous l'enlever. Elle est où ma caméra? Ça va être ça. Non, c'est pas ça. Je vais vous l'enlever. Où est-ce qu'elle est ma caméra? Merde. Merde, j'ai retrouvé. Ah voilà, périphérique de capture vidéo. Si tu regardes bien, voilà, j'enlève. Tu vois, c'est le traîner de fumée. En fait, c'est plutôt une sorte de. On dirait, tu vois, une sorte de traînée de fumée. On dirait de la fumée. Enfin, c'est pas c'est de la fumée. Je sais pas trop comment on appelle ça. C'est un côté. C'est un artifice concrètement. Voilà. Donc, croyez bien que Randy Orton n'a pas été blessé réellement. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'ailleurs, je vais me mettre là comme ça, vous pourrez voir. Concrètement, voilà. Tu vois, tu sens vraiment le côté pyrotechnique, mais dans le bon sens du terme. Moi, par contre, c'est plutôt intéressant la manière dont ça a été fait. L'idée de remplacer le Sledgehammer par un truc en feu, c'est plutôt une bonne idée. En plus, ça a été fait en direct, donc franchement, ils ont dû le faire ça en 5ème vitesse, parce qu'ils ont dû brûler le truc en 5ème vitesse. L'idée est pas conne. L'idée est pas conne. Mais alors, il fallait. Mais en fait, l'idée est pas conne, et faire ça, pourquoi pas, parce que c'est un peu une vengeance. Ça permet notamment d'introduire le prochain moment où le film va apparaître. Je pense que Randy Orton ne sera pas là la semaine prochaine d'ailleurs, donc ça va permettre notamment à Alexa Bliss de lancer son personnage. La manière dont ça a été fait, après la manière dont ça a été fait, je trouve que on pouvait faire mieux. Je dis pas que c'est mauvais, parce que l'idée de faire le sledgehammer, machin, mais moi ce que j'aurais plutôt fait un truc plus différent. J'aurais fait un truc du style Randy Orton veut détruire les légendes. Il l'a dit, il l'a posé, il l'a dit. À la limite, va au bout de ton idée. Quand tu regardes ce qu'il a fait au tout début avec ce qui s'est passé la semaine dernière, au final tu te dis, en fait ça colle. Bah, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre le sledgehammer de Triple H et s'en prendre à lui avec. Limite à le guillotiner. Va jusqu'au bout de ton idée. Tu vas le guillotiner, tu fais ça, t'es comme ça, et tu vas le guillotiner. Et à ce moment-là, t'as la musique, et là t'as ton sledgehammer qui prend feu. Il le lâche comme ça par peur, et là il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là il voit Alexa Bliss apparaître. Tu vois, c'est bête, mais là on a l'impression que Triple H il tient ça comme ça, comme s'il tient la torche olympique. Et à un moment donné, je me suis dit, mais mec, je sais que c'est le Fiend, que t'as pas peur, parce que c'est le Fiend. Mais à un moment donné, si Triple H, il était là, mais il était acteur sans acteur passif, en fait. C'est qu'il est passé d'acteur actif à acteur passif d'un seul coup. Il a disparu. Non. Triple H est là. Moi, j'aurais préféré, à la limite, que Triple H... quitte à ce que, d'ailleurs, pour information, allons plus loin. La guillotine est comme ça. Il y a ça. Et au moment où il y a ce moment-là, ça baisse, la lumière s'éteint, tu vois la lumière apparaître, et à ce moment précis, tu as Triple H qui par exemple, je sais pas, disparaît, et Alexa Bliss devant lui. Et là, poum, boule de feu. Ça aurait été parfait. Randy Orton qui comprend pas ce qui se passe, qui se retrouve là, poum, boule de feu, direct.
Bon, moi, ça aurait été plus intelligent. Donc finalement, voilà, c'est encore un petit regret. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais truc, mais ça aurait pu être mieux organisé. Bon, que dire du show concrètement? Bah, en fait, il y a à boire et à manger en fait. Il y a un très très bon, il y a pour moi un filler qui du début à la fin qui est excellent. Les matchs entre Keith Lee et Sheamus, ils sont très bons. Le match entre Keith Lee est très bon. Le match entre Charlotte Flair et Lacey Evans, avec la décision de Charlotte, avec Ric Flair, avec Lacey Evans, pourquoi pas? Pourquoi pas? La deuxième heure se tient. C'est compliqué, mais ça se tient. Ça se tient. Bon, Xavier Wood contre T-Bar, bah, il faut bien meubler Kofi Kingston, pourquoi pas? Par contre, bah, malheureusement, si le final, le main event est intéressant, est très bon, bah, je suis au regret de dire que c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Je sais que je suis chiant, mais je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que ça a été tout au long du show, ça a été opération meublage. Alors, encore une fois, je veux bien admettre que le contrôle positif de Drew McIntyre a foutu une belle merde à la WWE. Je suis d'accord. Je n'ai aucun problème avec ce sujet. Je veux dire, si demain on me dit Drew McIntyre a été la cause indirecte de ce qui s'est passé, je suis d'accord. Mais, et donc d'ailleurs il y a eu d'autres, a priori d'autres personnes, d'ailleurs je crois qu'il y a une légende du catch, que les touch, il y en a un qui a été contracté le coronavirus. Donc le coronavirus a posé des problèmes, et ça j'en suis tout à fait conscient. Mais, encore une fois, c'est un show particulier, c'est un show qui a eu des difficultés, mais me faites pas croire que, simplement, ne me faites pas croire, alors je veux bien qu'on m'explique plein de choses, ne me faites pas croire que la WWE, parce qu'il y a un mec ou deux mecs qui sont pas là, c'est comme l'histoire du PSG à un moment donné. Un mec ou deux mecs qui sont pas là, ils sont pas capables d'aller chercher des mecs pour faire le boulot. Quand tu vois notamment qu'il y a des lutteurs comme Jason Riker, les mecs ils ont essayé de meubler jusqu'au bout, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi le match entre Matt Riddle et Bobby Lashley se contente d'un 5 minutes de match? Posez-vous la question, là, les officiels de la WWE. On a la possibilité de montrer les capacités de Matt Riddle face à un Bobby Lashley conquérant. Il gagne, il perd, je m'en fous. Mais au lieu de ça, on fait pas. Expliquez-moi pourquoi on est allons. Alors, Sheamus contre Keith Lee, tu fais un truc, tu retournes, tu fais un truc. C'est clairement, tout était du tâtonnage. Je veux bien admettre que le côté tâtonnage, Drew McIntyre y est pour quelque chose. Mais ce n'est pas la principale cause. Il faut qu'à un moment donné, la WWE aurait dû, à un moment donné, dire, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il faut modifier des choses. Mais moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que ça a été du meublage du début jusqu'à la fin. Alors, des fois, le meublage, c'est pratique. Mais là, ça a été trop. Et au final, bah, moi, clairement, je me suis dit, ouais, mais les gars, vous comptez meubler toute la journée ou quoi? Que vous meublez pour l'absence de Drew McIntyre, pas de problème. Que vous meublez en me rajoutant des choses, là, je trouve ça inadmissible. Donc, au final, le show est intéressant. Tu es même plutôt... Bon, j'aurais pas trop... Voilà, il y a des choses intéressantes. Mais ça reste trop... On dirait, tu sais, un show de transition où ils ont voulu essayer de meubler des choses. C'était pas beau. C'était pas beau du tout et honnêtement, ça m'a fait chier. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.